Galerie d'Élodie, vernissage. L'atmosphère est luxueuse mais silencieuse. Élodie, 61 ans, impeccablement vêtue, observe ses riches invités avec ennui. La porte s'ouvre. Bastien, 25 ans, entre, trempé par la pluie, l'air d'un intrus. Il s'arrête devant le tableau principal et rit. Élodie le confronte. « Ici, l'art est mort », lui murmure-t-il. La tension est palpable. De l'autre côté de la salle, Simon, 28 ans, élégant, l'observe par-dessus sa coupe de champagne, attendant le moment opportun pour se présenter. La galerie Laurent à Aix-en-Provence, malgré sa salle comble, était plongée dans un silence pesant. C'était un vernissage, un événement prestigieux, mais l'atmosphère était étouffante, imprégnée d'un parfum de champagne onéreux et d'un ennui critique. Élodie, 61 ans, impeccablement vêtue de soie noire, observait ses riches invités passer d'une toile sans relief à l'autre. Héritière des lieux, cette peintre jadis renommée était devenue une figure d'une élégance figée, hantée par l'échec qui l'avait contrainte à abandonner ses pinceaux des décennies auparavant. La porte de la galerie s'ouvrit brusquement, laissant entrer une averse et un retour brutal à la réalité. Bastien, 25 ans, s'arrêta sur le seuil. Trempé jusqu'aux os, les cheveux noirs plaqués sur le front, vêtu d'un jean usé, il dégageait une aura de désordre. Il était un intrus dans ce monde aseptisé. Il ignora les invités, les fromages raffinés, et se dirigea droit vers le tableau principal. Un paysage abstrait, encensé par la critique. Il l'examina un instant, puis il rit. Un rire bas et dédaigneux. Le son déchira le murmure de la pièce. Tous les regards se tournèrent vers lui. Élodie bougea. Elle le fixa, le regard froid comme l'acier. « Vous trouvez quelque chose d'amusant » Bastien se tourna vers elle, imperturbable. Il était tout en intensité et en fougue. Il la regarda dans les yeux, puis balaya la pièce du regard. « Je trouve ça triste » murmura-t-il, assez fort pour qu'elle l'entende. « L'art ici est mort, et vous êtes la conservatrice du cimetière. » La tension entre eux était palpable, une insulte qui sonnait comme un défi direct à l'artiste endormi en elle. De l'autre côté de la pièce, près du bar, Simon, 28 ans, observait. Élégant, beau, issu d'une riche famille genevoise, il tenait son verre de champagne et observait la confrontation avec un amusement analytique. Il avait perçu l'intrusion de Bastien, et plus important encore, l'étincelle qui avait jailli dans les yeux d'Élodie. Il attendrait son heure. Le lendemain, Élodie ne renvoya pas Bastien. Elle fit quelque chose qui choqua son équipe et viola toutes les règles de leur monde bien ordonné. Elle l'emmena à l'arrière de la galerie, dans un ancien atelier ayant appartenu à son mentor, désormais couvert de poussière, des toiles accrochées au mur. « Si tu es si doué, dit-elle d'une voix dure, peins. » Il l'a fait. Leur connexion fut immédiate. Bastien ne peignait pas. Il attaquait la toile. L'atelier abandonné s'emplit d'une forte odeur de térébenthine et d'huile de lin, des odeurs qu'Élodie avait bannies de sa vie, des odeurs qui ravivaient le souvenir de ses propres échecs. Leur relation devint explosive, physique. Elle l'observait, et la passion brute avec laquelle il travaillait était hypnotique. Il était son opposé, pauvre, chaotique, sans peur de l'échec. Et il la provoquait, lui disant qu'elle était lâche de se cacher derrière les tableaux d'autres hommes. Il l'éveillait, et cela la terrifiait. La fougue et le chaos de Bastien éveillent quelque chose en Élodie. Devrait-elle risquer sa réputation pour cette passion? Abonnez-vous et likez si vous soutenez cette rencontre interdite. Activez les notifications. Quelques jours plus tard, alors que Bastien était retranché dans le studio comme une tempête contenue, Simon, 28 ans, se présenta officiellement. Il n'entra pas en intrus mais en invité de marque. « Madame Laurent », dit-il d'une voix calme et distinguée. Charmant et raffiné, il était le genre d'homme que le conseil d'administration de la galerie approuverait sans hésiter. Il se présenta comme conservateur et historien de l'art genevois. Mais il n'était pas là pour cette nouvelle exposition sans éclat. « Je fais des recherches sur votre mentor », expliqua-t-il dans son bureau impeccable. Plus précisément, sur son œuvre disparue de 1985. L'intérêt qu'il portait à lui était intellectuel. Il louait ses talents de conservatrice, son œil, l'héritage qu'elle préservait. Il était l'opposé de Bastien. Il ne voulait pas enfreindre les règles. Il voulait les comprendre. Son objectif était clair.
Il voulait un accès. Accès aux dossiers privés, aux journaux intimes du mentor, au coffre-fort climatisé du sous-sol. Il était convaincu qu'un tableau précis, perdu, le prétendu chef-d'œuvre ultime du mentor, y était caché. Il incarnait la sécurité, l'admiration intellectuelle, une séduction raffinée. Élodie, pour la première fois en 20 ans, se sentait vivante. Elle se trouvait prise entre deux mondes, deux formes de jeunesse. Le jour, elle avait des conversations stimulantes avec Simon, flirtant avec le passé, avec la sécurité et la validation qu'il représentait. La nuit, elle descendait à l'atelier, vers la passion brute, l'odeur de la peinture fraîche et le danger que Bastien incarnait. La peintre exubérante réveillait l'artiste endormi. La conservatrice raffinée confirmait le statut d'héritière qu'elle était devenue. Elle se trouvait au centre d'un triangle dangereux, tiraillé entre passion et admiration, entre feu et glace. L'atelier poussiéreux devint un sanctuaire, et le bureau immaculé, un confessionnal. Élodie, pour la première fois depuis des décennies, se sentait dangereusement vivante. La grisaille de son existence recluse s'illumina de couleurs primaires. Elle était rajeunie, mais cette vitalité était teintée de duplicité. Avec Bastien, c'était un retour au chaos primordial de la création. Leur relation se vivait en secret, à l'abri des regards, dans l'atelier du fond. L'atmosphère y était imprégnée d'une forte odeur de peinture à l'huile et de sueur. Il la peignait, non pas comme l'élégante galeriste, mais comme une femme, avec une intensité qui la mettait à nu. Et, en retour, elle se mit à dessiner. Leurs rencontres étaient volées, physiques, des discussions passionnées sur l'art qui s'achevaient souvent dans un silence haletant. Il était la passion à l'état pur, le rappel de ce qu'elle avait abandonné, et elle était accro à cette énergie. Avec Simon, c'était un ballet d'intelligence et de séduction. Il incarnait son monde. Des dîners élégants où il discutait de la provenance d'objets d'art, des flirts subtils autour de verres de grand cru. Il la traitait comme une icône. Ses recherches n'étaient qu'un prétexte à l'intimité. Leur folie fut un voyage de 2 jours à Giverny, soi-disant pour retrouver une lettre du mentor d'Élodie. Ils flânèrent dans les jardins de Monet, la conversation se déroulant avec une fluidité naturelle. Il louait son esprit, son héritage. Être avec Simon, c'était se sentir en sécurité, c'était être admiré. Il la faisait se sentir intelligente et désirée. Elle a commencé à mentir, et elle est devenue terriblement douée pour ça. « Tu sembles distraite, Élodie », dit Simon un soir à dîner d'une voix douce, presque fiévreuse. « Ce nouveau protégé, le peintre, te donne-t-il beaucoup de fil à retordre ?» Élodie esquissa un sourire calme. « Bastien ? Oh non, c'est juste un projet caritatif, un talent brut qui a besoin d'être peaufiné. Il est imprévisible, mais inoffensif. » Le lendemain, à l'atelier, le parfum de lavande d'Élodie, le même qu'elle portait avec Simon, flottait encore dans l'air. Bastien cessa de peindre et la fixa de ses yeux sombres. « Tu sens l'argent ? Un autre dîner avec ça ? Client ? Simon est un conservateur genevois de renom, » mentit Élodie en redressant son chemisier. « Il est indispensable à la galerie. C'est purement professionnel. » Bastien ricana. « Les affaires. » « Attention, Élodie. Ces hommes d'affaires vont te vider de ton énergie. Ce sont les vampires du monde de l'art. » L'équilibre était intenable, et le monde extérieur commença à s'en apercevoir. L'énergie nouvelle d'Élodie ne passa pas inaperçue. Elle arrivait plus tard, les yeux pétillants, et passait des heures enfermée dans le studio du fond, un endroit qu'elle avait évité pendant 20 ans. Le conflit extérieur avait un nom. Geneviève, la vice-présidente du conseil d'administration de la galerie. Une femme du même âge qu'Élodie, mais qui nourrissait une profonde rancœur envers son talent et son héritage. Geneviève percevait le changement chez Élodie non comme une renaissance, mais comme une crise. « Tu es rayonnante, ma chérie », dit Geneviève lors d'une réunion de commissaires d'exposition, sa voix teintée d'un doux venin. « C'est sûrement l'air frais. J'ai entendu dire que tu passais beaucoup de temps à l'arrière. »« Je supervise un nouvel artiste », dit froidement Élodie. « Ah, oui », garçon Geneviève poursuivit, à l'oreille des autres membres. « Un protégé plutôt intense. Un opportuniste, diront certains. J'espère que sa générosité ne lui fait pas perdre la tête. La galerie a une réputation à préserver. » Le soupçon était semé.
La rivale d'Élodie tenait désormais une arme. Le comportement erratique d'Élodie, sa proximité soudaine avec un jeune opportuniste inconnu, son manque d'implication manifeste dans ses responsabilités quotidiennes, tout cela allait être utilisé contre elle. Geneviève commença discrètement à interroger les autres membres du conseil. Élodie sentait le piège se refermer. La fraîcheur se mêlait désormais à la panique. Elle devait gérer deux jeunes hommes qui incarnaient deux facettes opposées de son désir, tandis qu'une rivale jalouse l'observait, guettant le moment propice pour frapper. Culpabilité et extase ne faisaient plus qu'un. Le château de cartes d'Élodie commença à vaciller. Le premier signe de fragilité fut un courriel. Geneviève, la vice-présidente du conseil d'administration, avait convoqué une réunion d'urgence. Objet: examen des compétences et de la stabilité de la direction de la curatelle. C'était une déclaration de guerre. Geneviève avait profité des dernières semaines pour rassembler des munitions. Les rumeurs concernant le garçon d'atelier, les retards d'Élodie, son apparente distraction. Pour sa rivale jalouse, la double vie d'Élodie n'était pas une renaissance. C'était la preuve de son instabilité mentale, une faiblesse à exploiter pour prendre le contrôle de la galerie. Le rendez-vous était fixé à 16h ce jour-là. Élodie, 61 ans, était dans son bureau essayant désespérément de préparer une défense lorsque la porte a été forcée. Bastien, 25 ans, fit irruption dans la pièce. Il n'était pas couvert de peinture. Il portait ses plus beaux vêtements, pourtant usés. Son visage était livide de rage. « J'ai fini le tableau », dit-il d'une voix basse et tremblante. « Mais je ne te le montrerai pas. Pas avant que tu ne me dises qui il est. »« Bastien, ce n'est pas le moment. »« C'est exactement le moment, » s'écria-t-il. « Je t'ai entendu au téléphone hier soir. Tu ne me parles pas comme ça. Tu ne ris pas avec moi comme ça. Qui est-ce, Élodie? Le client de Genève ?» Avant qu'Élodie n'ait pu inventer un mensonge, la porte du bureau s'ouvrit de nouveau, cette fois avec un calme poli. Simon, 28 ans, entra, son téléphone portable à la main. « Élodie, votre assistante a dit que vous étiez en urgence, Ah. » L'air se figea. Tous trois restèrent figés dans un triangle impossible. Simon, le conservateur, analysa la scène. La jeune peintre, visiblement possessive et furieuse, se tenait trop près d'Élodie. La panique se lisait dans ses yeux. Le charme habituel de Simon s'effrita, laissant place à une froide analyse. « Alors, » dit Simon d'une voix glaciale comme de la soie, « voici le projet caritatif, le talent inoffensif. » Bastien regarda Simon puis Élodie. Le costume cher, le parfum de luxe, sa façon de dire inoffensif. C'était lui, l'homme des dîners élégants, des voyages. « Et toi ?» cracha Bastien en faisant un pas vers Simon. « Tu es l'affaire vitale, le conservateur important. » Il se tourna vers Élodie, la trahison se lisant sur son visage. « Il fait aussi des recherches sur tes dossiers privés, Élodie? Ou suis-je le seul à avoir cet honneur ?» La vérité a éclaté dans la pièce, laide et indéniable. « Tu ne comprends pas, » commença Élodie, la voix tremblante. « Je comprends parfaitement, » l'interrompit Simon, son mépris évident. « Je suis venu parce que tu évitais mes appels concernant le coffre-fort. Maintenant, je comprends pourquoi. Tu étais occupé. Tu te sers de nous, Élodie. Tu nous montes les uns contre les autres. »« Elle ne se sert pas de toi, » hurla Bastien, la jalousie l'emportant sur la raison. Il se décala, se plaçant entre Élodie et Simon. « Elle se sert de moi. Tu n'es qu'un vieux riche avec qui elle dîne. Moi, je suis l'artiste. Et toi, tu es le gamin qu'elle garde au fond, comme un animal de compagnie. » rétorqua Simon, perdant son sang-froid. « Arrêtez !» hurla Élodie, prise de panique. Elle est déchirée entre deux amours et sur le point de tout perdre. Quel secret cache-t-elle à votre avis? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. La dispute s'envenima, les hommes se criant dessus, chacun se sentant trahi. Au milieu du chaos, Élodie entendit le son qu'elle redoutait le plus. Le digne le trajet en douceur dans l'ascenseur privé qui permettait d'accéder directement à son bureau. Elle jeta un coup d'œil au petit écran de sécurité à côté de son bureau. Geneviève, la rivale. Elle était arrivée un quart d'heure plus tôt, prête à en découdre. La panique d'Élodie se mua en acte désespéré. Si Geneviève entrait maintenant et voyait cela, preuve vivante de son instabilité et de sa double vie, elle perdrait la galerie. Elle perdrait l'héritage de son mentor.
Elle perdrait tout. Taisez-vous, vous deux. Maintenant, siffla Élodie, avec une autorité féroce qui les surprit tous les deux, les réduisant au silence. Elle attrapa Bastien par le bras et Simon par le revers de son costume. « Elle ne peut pas vous voir. Pas ici, pas maintenant. Je ne vais pas me cacher, » a rétorqué Bastien. « Si vous ne venez pas, je perdrai la galerie, » supplia-t-elle, le désespoir dans les yeux. On frappa fermement à la porte du bureau principal. « Élodie, tu es là? Je suis un peu en avance pour la réunion. » La voix de Geneviève était calme et menaçante. Élodie ne leur laissa pas le choix. Elle les poussa de toutes ses forces vers une porte discrète dans le mur, une porte qui menait à sa bibliothèque privée. Élodie, la poignée de porte tourna. Élodie poussa les deux hommes dans la bibliothèque obscure et ferma la porte, entendant le léger clic de la serrure une seconde avant que la porte du bureau principal ne s'ouvre. Elle se retourna, essoufflée, tentant désespérément de lisser ses cheveux et de calmer sa respiration. Geneviève entra, ses petits yeux perçants scrutant la pièce, sentant la tension palpable. Élodie était en sécurité, pour l'instant. Mais de l'autre côté de cette fine porte, ses deux amants, désormais ennemis mortels, étaient piégés ensemble dans l'obscurité, avec une vérité explosive entre eux. L'air de la bibliothèque privée d'Élodie, 61 ans, était lourd et imprégné d'une odeur de poussière de vieux livres. De l'autre côté de la porte, Bastien, 25 ans, et Simon, 28 ans, entendaient les voix étouffées de la réunion. Celle de Geneviève était la plus claire, la plus tranchante et la plus accusatrice. Piégés dans l'obscurité, les deux hommes se tenaient de part et d'autre de la petite pièce, l'adrénaline du combat encore à son comble. « Alors » murmura Simon d'une voix glaciale et méprisante en redressant son costume. « Tu es son projet caritatif. L'animal de compagnie qu'elle garde enfermé dans le studio. Mieux vaut ça que d'être le petit chien gâté qu'elle emmène dîner, » rétorqua Bastien, les poings toujours serrés. « Tu es son riche alibi. »« Elle nous a menti à tous les deux, » dit Simon, sa colère se muant soudain en une froideur analytique. « Elle nous a tenus à l'écart. Pathétique. »« Ce qui est pathétique, » dit Bastien, « c'est que nous nous soyons fait avoir. » Le brouhaha de la réunion au bureau s'intensifiait. Geneviève s'agitait visiblement. Une humiliation mutuelle planait entre elles. Avant que la tension n'explose à nouveau, la porte de la bibliothèque s'ouvrit. Élodie entra. Elle était pâle, mais ses yeux brûlaient d'une détermination qu'on ne lui connaissait pas. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle semblait résolue. « Elle est partie », dit Élodie en parlant de Geneviève. « Pour l'instant. Elle m'a donné 24 heures pour présenter ma défense. Sinon, elle convoquera le conseil d'administration au complet pour voter sur ma destitution. » « Et quel rapport avec nous ?» demanda froidement Simon. « Vous nous avez menti. »« J'ai menti, » admit Élodie. « J'avais peur. J'étais vivante. Je ne m'en excuse pas. Mais maintenant, vous devez savoir la vérité. Pas à propos de moi. À propos de cette galerie. » Elle ne les ramena pas au bureau. Elle les guida dans le couloir, prit un monte-charge et descendit au sous-sol. L'air chaud et parfumé de la galerie laissa place à une froideur stérile. Elle s'arrêta devant une lourde porte blindée en acier et composa un long code. La porte s'ouvrit dans un sifflement pneumatique. À l'intérieur, il n'y avait ni l'atelier chaotique de Bastien, ni le bureau élégant de Simon. C'était un espace d'archives climatisé, avec des rangées et des rangées d'étagères coulissantes. « Simon » dit Élodie, sa voix résonnant dans le silence. « Tu es ici à la recherche du Soleil voilé, le dernier chef-d'œuvre perdu de mon mentor. » Simon hocha la tête, d'un air soupçonneux. C'est son œuvre qui définit son héritage. Élodie ne s'approcha pas d'un tableau. Elle se dirigea vers un classeur, en sortit une boîte et, de l'intérieur, un épais journal relié en cuir sombre. Elle le posa sur une table en métal. « Mon mentor était un génie, » dit-elle en l'ouvrant. « Mais c'était aussi un homme vaniteux et colérique. » Elle l'ouvrit à une page marquée. Il détestait le monde de l'art. Il pensait que les critiques et les conservateurs étaient des imposteurs. Alors il a décidé de le prouver. Elle a désigné un passage du doigt. Il n'a pas peint Le Soleil voilé en 1985. Il l'a peint en 1989. Simon s'avança, les yeux écarquillés. Mais c'est impossible. Il était à la retraite, reclus. Il l'a dépeinte comme une impostrice, poursuivit Élodie. Une falsification magistrale de lui-même pour tromper le monde qu'il avait rejeté. Simon pâlit. Toutes ses recherches,
Sa réputation reposait sur un mensonge. Mais il ne pouvait pas y arriver seul, dit Élodie en tournant la page. Elle regarda Bastien, qui l'observait perplexe et agacé. Il lui fallait une provenance. Il lui fallait de faux reçus, de fausses gravures d'époque, une histoire. Elle regarda Bastien droit dans les yeux. Quel était le nom de l'imprimerie familiale, Bastien? Avant que ton grand-père ne fasse faillite, Bastien se figea. Comment as-tu pu... Les imprimeurs du Sud. Pourquoi? Élodie désigna le journal. Le mentor y avait consigné les détails. Il avait retrouvé le grand-père de Bastien, maître imprimeur, mais criblé de dettes. Il l'avait contraint. Il avait forcé, les imprimeurs du Sud, à réaliser une série de fausses gravures et de reçus du XIXe siècle, sur du papier d'époque et par des techniques illégales. Le travail était impeccable, lut Élodie. Mais des rumeurs de falsification ont commencé à circuler. Personne ne l'a jamais prouvé, mais la réputation de l'imprimerie a été ruinée. Ils ont fait faillite 1 an plus tard. Bastien fixait le livre, sa colère envers Élodie faisant place à une profonde horreur. « Et toi, Simon » dit Élodie en se tournant vers lui. « Pourquoi crois-tu que ton grand-père, conservateur renommé à Genève, a été le seul à avoir découvert ce tableau ?» Elle montra un autre passage. Le cerveau de l'opération avait utilisé les gravures falsifiées de la famille de Bastien pour tromper le grand-père de Simon. Il était la victime idéale. La rumeur selon laquelle votre grand-père aurait authentifié un faux a déshonoré votre famille, dit doucement Élodie. Vous n'êtes pas venu ici simplement pour chercher un tableau, Simon. Vous êtes ici, sans le savoir, pour tenter de réparer une erreur qui hante votre famille depuis 30 ans. Le silence dans la chambre forte était assourdissant. Les 2 hommes échangèrent un regard. La jalousie sexuelle qui les avait marqués quelques instants auparavant leur parut soudain puérile, insignifiante. Ils n'étaient pas rivaux pour l'amour d'une femme de 61 ans. Ils étaient les héritiers de 2 familles brisées par le même crime, orchestré par l'homme dont cette galerie était censée célébrer l'héritage. Élodie referma le journal. Geneviève veut cette galerie. Si elle l'obtient, ce coffre sera ouvert. Ce journal sera retrouvé. Et la vérité éclatera. Elle regarda Simon. L'héritage de votre famille se révélera être une imposture. Elle regarda Bastien. Et votre famille sera exposée publiquement, non pas comme des victimes, mais comme des criminels. L'air froid de la salle d'audience crépita sous l'effet de cette révélation. Bastien, 25 ans, et Simon, 28 ans, ne se voyaient plus comme des rivaux amoureux. Ils se voyaient comme les héritiers d'un désastre. Alors, dit Simon, brisant le silence de sa voix analytique qui perçait le froid. Mon grand-père était un imbécile. Et le vôtre, ajouta-t-il en regardant Bastien, était un criminel. Mon grand-père était un victime. Bastien s'avança, le poing serré. Il a été contraint. Son mentor à elle, a détruit ma famille. Et ça a taché le mien, rétorqua Simon. Arrêtez. La voix d'Élodie, 61 ans, résonna contre les murs d'acier. Geneviève se fiche de ses grands-parents. Elle ne pense qu'à me détruire. Et quand elle ouvrira ce journal, la presse ne verra pas des victimes. Elle verra une imprimeuse malhonnête et une conservatrice incompétente. Leurs familles seront détruites. Encore une fois, le poids de la menace mutuelle les liait. La jalousie qu'ils éprouvaient pour Élodie était éclipsée par un besoin bien plus primitif, l'instinct de survie. Ils étaient liés non par l'amour mais par ce secret toxique. « Que proposez-vous » demanda Simon, le stratège qui prenait les rênes. « Nous n'avons pas démasqué le cerveau de l'opération, » dit Élodie, son regard passant de l'un à l'autre. « Nous l'avons enterré, et nous avons enterré Geneviève avec lui. » Ils retournèrent au bureau, non plus comme amants et rivaux, mais comme conspirateurs. Une alliance inattendue, forgée dans le mensonge d'un mort. Le plan fut rapidement mis au point, chacun reprenant son rôle. Le lendemain matin, Geneviève entra dans le bureau d'Élodie avec un sourire triomphant, prête à en découdre. 24 heures, Élodie. Qu'as-tu? Une restructuration, dit calmement Élodie. À ce moment-là, Simon entra. Il ne ressemblait plus à l'homme trahi de la veille. Il incarnait à la perfection le pouvoir et la crédibilité de Genève. Geneviève hésita, le reconnaissant aussitôt. « Madame », la salua froidement Simon, « je m'appelle Simon de Vry. Je suis ravi de votre présence. Je ne suis pas simplement de passage à Aix. Je suis venu annoncer mon prochain grand projet de commissariat d'exposition.
Geneviève empalidse. Une collaboration exclusive, a poursuivi Simon, entre ma fondation à Genève et la Galerie Laurent. Nous allons lancer l'artiste le plus prometteur et le plus dynamique que j'ai vu en Europe depuis 10 ans. La porte de l'atelier s'ouvrit. Bastien apparut, non pas comme un intrus chaotique, mais comme l'avenir de l'art. Geneviève était dos au mur. Elle ne pouvait pas voter pour destituer Élodie maintenant. Pas alors qu'Élodie venait de décrocher le partenariat le plus lucratif de l'histoire de la galerie. La tentative de coup d'État de Geneviève avait échoué. Ils risquent tout pour réécrire l'histoire. Pensez-vous que cette alliance secrète tiendra le coup? Abonnez-vous et activez les notifications si vous aimez les histoires de vengeance sophistiquées. Mais le plan comportait 2 volets. Sauver la galerie n'était que le premier. Enfouir le secret était le second. Cette nuit-là, Simon et Élodie étaient seuls dans la chambre forte. Bastien est en train de préparer la couverture, dit Simon en consultant le journal de son mentor. Maintenant, on étouffe l'affaire. Fort de sa réputation et de ses relations irréprochables, Simon accomplit l'impensable. Il authentifia le faux tableau, le soleil voilé. Mais il le fit d'une manière qui le protégerait à jamais. Il falsifia une provenance qui mena le tableau non pas à un musée public, mais à un collectionneur privé zurichois, ultra discret. Le tableau serait découvert et vendu lors d'une transaction privée, devenant une anecdote mythique, mais jamais accessible à l'analyse publique. L'erreur du grand-père de Simon fut effacée, non par la vérité, mais par un mensonge plus grand encore. La supercherie du cerveau de l'opération demeura intacte. L'honneur de la famille Bastien, bien que secrètement terni, fut préservé du déshonneur public. Des mois plus tard, la Galerie Laurent était méconnaissable. Elle était bondée, vibrante d'énergie. C'était le vernissage de l'exposition de Bastien. Les tableaux étaient magnifiques. Ils représentaient l'œuvre de sa vie, une explosion de couleurs, de colère et de beauté. Mais quiconque les observait attentivement y décelait des thèmes sous-jacents. Secret, duplicité, la texture de vieux reçus et de journaux intimes déchirés, peints en filigrane sous les couches de peinture. C'était son chef-d'œuvre, inspiré par la fraude qui avait failli le ruiner. Élodie, radieuse, observait la foule. Elle aperçut Simon au fond de la salle. Son regard ne se posait pas sur les œuvres d'art. Il la regardait. Il leva son verre de champagne. Ce n'était pas un toast romantique. C'était un toast à la complicité. Bastien s'approcha d'elle, la sueur perlant à son front. La tension entre eux était toujours présente, mais la jalousie avait fait place au respect. « On l'a fait », murmura-t-il. Élodie sourit et lui toucha le bras. « Non, Bastien, toi, il a réussi. » Le triangle amoureux s'était dissous, résolu non par le sexe ou un choix, mais par un objectif commun. Il s'était servi d'Élodie, et Élodie s'était servie d'eux. Et au final, chacun avait obtenu ce qu'il voulait. Plus tard, dans la nuit, bien après le départ de Simon pour Genève, et alors que Bastien était entouré de critiques, Élodie monta les escaliers jusqu'à son propre atelier, où elle n'était pas entrée depuis 20 ans. Il était recouvert de poussière. Elle s'approcha d'un chevalet où une toile vierge était recouverte d'un drap. Elle le retira. La toile jaunie l'attendait. Elle prit un morceau de fusain. Et pour la première fois depuis son échec, Élodie, 61 ans, se mit à dessiner. Des mois plus tard, le vernissage de l'exposition de Bastien. La galerie est comble. C'est un succès retentissant. Sa toile, empreinte de colère et de beauté, est acclamée. Simon, au fond de la salle, échange un regard complice avec Élodie. Le triangle amoureux s'est mué en un respect mutuel profond. Plus tard, Élodie pénètre dans son vieil atelier poussiéreux. Pour la première fois en 20 ans, elle découvre une toile vierge. Elle saisit un pinceau. Elle est prête à peindre. Les secrets peuvent-ils donner naissance à de nouvelles formes d'amour? Partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires interdites.